Monsieur DDC, bonjour. Merci. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on ne sait jamais. Vous êtes un spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Vous êtes directeur et fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement, plus communément connu sous le nom de CF2R. Ce n'est pas un robot de Star Wars, c'est le sigle de ce centre de recherche extrêmement intéressant. Donc vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui est dans la théorie, vous êtes également un acteur, vous avez été un acteur du renseignement, vous avez travaillé pour la Marine nationale, au SGDN, et puis plus tard, donc, vous avez fondé le CF2R. Si on reçoit aujourd'hui, c'est parce que bah, la géopolitique mondiale est toujours dans cette phase d'énormes changements. Washington et Moscou négocient directement par-dessus les Européens, qui eux semblent figés sur l'ancien logiciel, sur l'ancienne organisation du monde. Et on le reçoit aujourd'hui aussi parce qu'il y a deux publications. Le CF2R, vous venez de sortir les conséquences géopolitiques de la guerre d'Ukraine. Et vous posez justement la question, est-ce que nous allons vers un nouvel ordre mondial? Alors, j'irai directement en reprenant le titre de votre livre, les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on se dirige, avec ces négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vers un nouvel ordre mondial? Tout d'abord, merci de votre invitation. Bonjour à vous et aux auditeurs. Oui, vous touchez avec ce 3e livre de notre série sur l'Ukraine, puisqu'on a sorti le premier qui s'appelle La guerre américaine, sur tout ce qui avait conduit au conflit, le second qui s'appelait La guerre russo-ukrainienne, sur l'analyse militaire du conflit, et ce 3e tome est sur les conséquences géopolitiques, comme vous l'évoquiez à l'instant. Il a été rédigé, il a été achevé avant Noël, donc il y a des éléments récents qui n'y s'y trouvent pas, mais je pense que pour l'essentiel, nous dessinons à travers ce livre quelques enseignements et quelques lignes de ce que va être l'avenir. Et en effet, comme vous le disiez, nous allons vers un nouvel ordre mondial. En tout cas, euh, on en voit les prémices. Et ce que l'on voit le mieux, c'est bien sûr la disparition de l'ordre ancien. Alors, il y a deux choses à dire. La première, à mon sens, c'est que nous venons de terminer une période de 3 décennies qui a été une période intermédiaire entre la fin de la guerre froide et le début d'un nouvel ordre mondial dont la définition n'est pas encore tout à fait fixée. Ces 3 décennies qui vont en gros de 1990 à 2021 ont été dominées par un unilatéralisme des Américains qui en ont profité pour tenter de faire avancer leur position partout dans le monde, et puis par le terrorisme islamique. Voilà, ça a été les 2 grands domaines. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont perdre leur position dominante tout de suite, ça ne veut pas dire que le terrorisme islamique va disparaître, mais on rentre dans un monde qui, à notre sens, peut prendre 2 directions. Heu, Probablement un monde qui ira vers plus de multilatéralisme, progressivement, parce que les États-Unis, finalement, comme l'Europe, malgré ses défauts, ne sont pas des groupes des groupes d'États ou des États qui vont s'écrouler rapidement. Donc, même s'il y a une forme de déclin, de déliquescence, elle va prendre du temps. Et pour les États-Unis, la dédollarisation est irréversible, mais elle ne va pas se faire en 10 ou 20 ans, ça va être plus long. Heu, de la même façon, la montée des BRICS et des pays, dits du Sud global, se fait progressivement, même s'ils ont dépassé aujourd'hui en termes de PIB les pays du G7. Il faut rappeler que les BRICS, c'est plus une alliance, une entente objective entre États qu'une véritable composante unie et homogène. Et la deuxième option à laquelle nous pensons, mais qui me semble, du moins je l'espère, moins probable, c'est celle d'une nouvelle guerre froide entre les blocs, entre un bloc dit occidental et un bloc qui pourrait être russo-chinois. Mais je pense que l'évolution depuis l'élection de Donald Trump est en train de, de conduire à l'abandon de cette seconde hypothèse, vu les discussions, les rapprochements qui ont lieu entre Moscou et Washington. C'est en train de terminer ça. Alors peut-être y aura-t-il une espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, mais la Russie et l'Europe n'y seront pas nécessairement associées. Alors, en parlant de cette deuxième hypothèse,
que vous jugez plutôt improbable d'une nouvelle guerre froide, il semblerait que les États européens, pour le moment, et Emmanuel Macron en tête, soient, eux, toujours inscrits dans ce logiciel et dans cette logique-là. Alors que l'allié naturel des Européens, les États-Unis, lui, ne l'est plus. Est-ce que les Européens sont-ils, selon vous, sérieux dans leur détermination à outrepasser les décisions américaines et pourraient-ils entraîner au moins le camp occidental dans cette nouvelle guerre froide? Alors, c'est une question essentielle dans laquelle il y a 2 aspects. Qu'est-ce que les Européens veulent et qu'est-ce qu'ils peuvent? Alors, je vais commencer par le second point. Sur ce qu'ils peuvent, en réalité, pas grand-chose. Parce qu'à partir du moment où un accord de paix semble se dessiner entre les États-Unis et la Russie, les pouvoirs de contrainte et de pression de ces 2 États sur les pays membres de la Communauté européenne et les autres, j'y inclus la Grande-Bretagne et la Norvège évidemment, voilà, seront telles qu'il y aura obligatoirement une forme d'alignement qui sera fait. D'autant que si les Américains cessent demain de livrer des armes à l'Ukraine, le pays ne durera pas longtemps. Ce n'est pas les faibles potentialités et capacités des Européens qui permettront à Kiev de lutter plus longuement. Et je dirais en plus, les Américains pourraient aussi décider d'arrêter des livraisons de pièces de rechange, de composants, voire de matériel aux Européens eux-mêmes, ce qui fait que nous ne pourrions pas livrer à l'Ukraine comment dire, des armements comprenant des pièces américaines. Voilà, ça c'est la situation au cas où Donald Trump décide de passer en force. Nous ne sommes pas pour l'instant encore à ce stade-là. Maintenant, qu'est-ce que les Européens veulent? Alors, c'est à la fois incompréhensible et compréhensible par certains aspects. On voit effectivement l'obsession, la distorsion de réalité chez l'ensemble des pays de l'Union européenne, je dirais sous impulsion française et britannique avec différentes origines. D'abord, les Britanniques, il faut le rappeler encore une fois, ont un atavisme terrible contre la Russie. Ce sont vraiment depuis bien longtemps, mais on va dire depuis le 19e siècle, depuis le milieu du 19e siècle, ils font une fixation sur la Russie. Il y a eu la lutte entre leurs empires coloniaux, je dirais à la fois dans le Caucase, en Asie centrale, en Europe. Ensuite, ça a été la lutte contre le communisme. Les Anglais ont vraiment une espèce d'obsession anti-russe. Et puis surtout, d'abord 2 autres choses. Les Anglais ont été de tous les pays européens ceux qui ont le plus investi dans leurs dons en Ukraine, près de 15 milliards de dons. C'est plus que par exemple la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal cumulés. Je crois que ça fait 2 fois plus que les 4 pays latins cumulés. C'est bien plus que l'Allemagne aussi. Et puis ensuite, les Britanniques auraient signé un accord avec Zelensky pour exploiter les terres rares. Donc ça veut dire que sur ces 2 derniers aspects, hors la haine qu'ils portent aux Russes, il y a des intérêts économiques assez forts pour eux et qui les placent finalement en première ligne en concurrence avec les Américains parce que l'accord que Donald Trump semble vouloir signer avec Zelensky contrevient directement aux intérêts britanniques. Donc on peut considérer d'une certaine façon qu'il y a une logique côté Grande-Bretagne. Et puis il ne faut pas oublier cette culture qu'ont les élites britanniques de vouloir dominer le continent européen, de garder un vieux fond d'impérialisme. Alors ça peut paraître suranné, ça peut paraître idiot, mais au moins ont-ils encore une forme d'ambition nationale chez toutes les élites. Côté français, nous sommes aujourd'hui dirigés par un chef de l'État qui exploite à 200 cette crise ukrainienne pour se maintenir au pouvoir dans des conditions décentes. Il a perdu les élections législatives de l'an dernier, donc nous devrions assister à une véritable cohabitation comme nous l'avons connu en 86 et puis en 88 de mémoire, en 86 pardon, et à plusieurs reprises. Mais il fait tout pour ne pas se retrouver en situation de cohabitation en jouant sur un certain nombre de choses en interne. Et puis, on sent que ce président de la République a une volonté européiste extrêmement affirmée, qui pour lui est, semble-t-il, la seule solution d'avenir. Et tous ses efforts semblent bien de faire en sorte que la France soit intégrée
y compris de force, en tout cas sous la contrainte d'événements qui facilitent sa stratégie, dans un ensemble européen, sans bien sûr recourir au moindre référendum et comment dire, à la moindre consultation du peuple français. Donc cette obsession européiste fait que, d'une part, la dette, d'autre part, la crise ukrainienne facilite sa stratégie, parce que sur le plan financier, il nous sortira sûrement dans quelque temps que la France n'étant pas capable de se débrouiller seule, vu son niveau d'endettement, il faut qu'elle s'adosse aux autres pays européens. Et puis la guerre en Ukraine est utilisée également pour dire, ben voilà, il nous faut une armée commune avec, d'où la réunion des chefs d'état-major de 34 pays récemment à Paris et aujourd'hui à Londres. Voilà, donc ça semble être cette politique et ça expliquerait qu'il ait depuis longtemps dissous le corps diplomatique, dissous le corps préfectoral, annoncé qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'universalisme français, voilà, qu'il veut également partager la dissuasion nucléaire européenne. C'est totalement ahurissant, c'est totalement irréaliste sur un plan stratégique, mais en tout cas, semble-t-il, cet homme a l'air déterminé de suivre cette ligne-là, et peut-être envisage-t-il de, non pas de succéder à Van der Leyen, mais de prendre la tête d'un super État européen dont il serait le dirigeant. Pour le reste, on a beaucoup de mal à comprendre les autres logiques qui sont très différentes. Les Espagnols, un certain nombre de pays sont assez discrets, même si ils soutiennent l'Ukraine. Les Italiens sont finalement en train de faire un peu machine arrière en disant qu'ils ne participeront pas à l'envoi de troupes sur le terrain. Les Polonais sont parmi, bien sûr, les plus actifs contre la menace russe, mais ne veulent pas non plus se retrouver en situation de guerre aux frontières avec la Russie, donc parfois freinent leurs partenaires d'Europe de l'Ouest. Les plus excessifs sont bien sûr les pays baltes. Et puis, on le disait, outre les Britanniques, pardon, les Finlandais et les Scandinaves qui sont sur les frontières. Voilà en substance les positions des Européens, avec quelque chose de très drôle ces derniers jours, c'est qu'effectivement, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont déclaré, pendant que Vladimir Poutine prenait du temps pour répondre à la proposition de paix de Donald Trump, ont déclaré qu'ils ne voulaient pas la paix, que c'était un signe qu'ils voulaient continuer la guerre, alors que ces deux individus puissent sortir comment dire, des insanités de ce type, alors qu'ils ont tous les deux, alors pas Keir Starmer directement, mais Boris Johnson, été à l'origine du refus de l'acceptation des négociations fin mars 2022 à Istanbul, alors qu'au bout de 6 semaines de conflit, les deux parties russes et ukrainiennes étaient arrivés à un accord qui aurait été infiniment plus favorable pour Kiev que ce à quoi on pourrait parvenir dans les semaines qui viennent. Les entendre dire que Poutine ne veut pas la paix, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité et ça fait sourire, mais ils n'ont peur de rien, ils ne doutent de rien ils nous sortent des mensonges de ce type sans ciller. C'est étonnant cette coalition franco-britannique belliciste. Elle fait écho à la guerre de Crimée de 1853-1856 où Français et Anglais sont partis ensemble guerroyer contre la Russie. C'est assez peu connu, mais c'est pour ça qu'on a une rue de Crimée, le zouave du pont de l'Alma, le pont de l'Alma, Malakoff, bon, le boulevard Sébastopol. Tout ça vient de cette guerre de Crimée et on croirait parfois que Lord Palmerston, euh, qui était ministre des Affaires intérieures, il me semble, à l'époque, puis après Premier ministre, souffle à l'oreille de son fantôme souffle à l'oreille de Keir Starmer. Bon. Alors, ce positionnement européen est d'autant plus étonnant, vous le voyez sûrement, c'est dans le reste du monde, quand on lit ce que disent les géopoliticiens asiatiques, en Inde, à Singapour, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, tout le monde est plutôt semble orienté vers l'espoir d'un monde multipolaire et la fin de cette parenthèse dont vous parliez d'hégémonie américaine de 1991 à 2021 et voit plutôt avec espoir les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump. D'ailleurs, il y a un propos qui a un peu échappé à tout le monde, c'est M. Peskov, porte-parole du Kremlin, qui a sa première intervention après la discussion entre les deux présidents a été de dire après ce coup de fil, le monde est beaucoup plus sûr. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il faut rappeler en amont que côté américain, il y a une très nette compréhension et une réelle acceptation que la stratégie américaine en Ukraine et contre la Russie a été un échec.
Il faut rappeler que cette stratégie avait été initiée depuis longtemps par les néoconservateurs américains, essentiellement démocrates. On le retrouve dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier. C'est la stratégie qu'avait lancée Biden et cette stratégie a été un échec. Elle est assumée, elle est reconnue et assumée par Trump et par Vance, qui le disent, la presse américaine en parle, ils reconnaissent ça. Donc leur but, c'est de sortir le plus vite d'une situation qui a été un échec pour eux, parce que ça n'a plus de sens de continuer. Ils ont d'autres objectifs en tête qui sont d'abord le maintien de la primauté américaine, mais qui peuvent être le canal de Panama, le Groenland, pourquoi pas le Canada sous une forme ou sous une autre, et puis surtout une forme de compétition, si ce n'est d'affrontement avec la Chine. Donc ça, c'est vraiment leur objectif pur. À partir de ce moment-là, vu que ce sont des gens très pragmatiques, ils se rendent compte que la Russie finalement n'est pas un adversaire, parce que d'abord le but de la stratégie néoconservatrice, c'était d'aspirer la Russie dans le camp occidental. Donc Trump le fait de façon différente en disant: «Nous allons nous entendre avec eux, on va arrêter cette guerre qui est d'abord une boucherie, mais qui en plus ne sert plus nos intérêts et on va essayer de raccrocher d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas de placer la Russie dans une situation neutre, qu'elle ne continue pas à se jeter dans les bras de la Chine, comme la stratégie de l'équipe Biden a conduit à le faire. Donc ça, c'est absolument clair. Je pense qu'on revient à un retour de la realpolitik, de la géopolitique réaliste dans sa plus belle, dans sa plus grande splendeur, et que les deux camps partagent sur ce point de vue la même analyse du monde. Ils n'ont pas les mêmes positions, bien sûr, ce sont deux puissances, on ne va pas dire antagonistes, mais concurrentes. Mais en tout cas, ils acceptent les mêmes règles de concurrence. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu, alors je n'ai plus le nom du média en tête, mais une interview de Donald Trump, en tout cas, les propos qu'il tenait dans l'avion alors qu'il rentrait à la Maison-Blanche en disant: «Je vais m'entendre avec Poutine, nous allons nous partager un certain nombre de choses». Il n'a pas dit: «Nous allons nous partager le monde», mais ça montre que ces deux hommes ont la même conception de la géopolitique, ils sont réalistes et ils comprennent qu'il y a des rapports de force, comprennent qu'il y a des zones d'influence et ils se disent, voilà, nous allons faire en sorte de partager ces zones-là. Et à partir de ce moment-là, finalement, nous échangeons entre adultes et nous ne sommes pas dans la cour de récréation comme ces enfants, ces adolescents puérils européens qui s'agitent sans pouvoir et finalement sans raison en ayant des attitudes totalement irrationnelles. Donc, à partir de ce moment-là, vu que c'est aussi une attitude que comprennent et partagent aussi bien les Chinois que les Indiens, finalement, que le Sud global, eh bien, ça explique pourquoi tous ces États disent: «Ben voilà, nous allons vers un monde plus sûr», parce que les grands acteurs de ce monde partagent une vision commune. Ils ont compris qu'il y avait des rapports de force et qu'il y aurait de la compétition entre eux, mais ils ne sont pas dans des comportements irresponsables, comme malheureusement l'Europe semble de plus en plus les avoir adoptés. Encore une fois, c'est saisissant quand on regarde ce qui se dit ailleurs. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères de Singapour utilisait ces termes-là, vos termes. Il parlait du manque de pragmatisme des Européens. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on lit vos analyses depuis 3 ans euh, sur le conflit, ce que vous en dites maintenant, on a une série de médias qui vous qualifient de pro-russes, quasiment d'agents du Kremlin. Alors, déjà, j'aimerais savoir comment vous le ressentez et d'où ça vient selon vous, parce que si on lit, encore une fois, ce qui se dit en Inde, à Singapour, en Afrique du Sud, au Chili, il y a quand même beaucoup d'agents du Kremlin, parce que c'est un peu l'analyse qui émerge maintenant communément, en fait. Oui, j'invite vos auditeurs à relire ce que nous écrivons, non pas depuis 3 ans, mais même depuis 2014. C'est-à-dire que nous voyions bien dès l'époque la mise en place de cette stratégie américaine contre la Russie, le durcissement des relations, les premières sanctions, bien sûr le coup d'État occidental à Maïdan, donc tout ça. Alors à l'époque, nous n'étions pas encore qualifiés de poutinophiles. Écoutez, j'ai envie de dire avec le temps, c'est une critique totalement infondée parce elle n'a aucune preuve, qui devient presque une qualité. Mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise foi absolument abyssale de la part d'un certain nombre de médias. Il suffit de lire Le Point de cette semaine, où il y a encore un article d'un journaliste dont je ne citerai même pas le nom, qui attaque Alain Corvès, Caroline Galacteros, le colonel Jacques Hogar en les traitant de pro-Poutine. C'est d'un ridicule consommé. Ces gens-là font
Alors c'est toujours la question, est-ce qu'ils sont stupides? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce que ce ne sont que des chambres d'écho qui, comment dire, qui reflètent une propagande qui leur est, instillée ou infusée d'en haut? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est absolument, consternant de voir des propos aussi indigents. Nous avons eu au CF2R, je peux vous le dire, depuis il y a 3 ans, au début de la guerre, un certain nombre d'enquêtes qui ont été déclenchées par des organismes officiels qui, bien évidemment, n'ont trouvé aucune trace d'une quelconque relation, enfin, de financement avec l'équipe de Poutine et la Russie. Nous avons des relations avec des gens du renseignement américain, russe, de tous les pays, évidemment. Mais tout cela n'est pas sérieux, d'autant que tous ceux qui portent ce genre de critiques se trompent dans les grandes lignes, n'ont cessé de se tromper sur toute une série de dossiers, sur tout le narratif de cette guerre. Mais je dirais, à l'image des élites européennes qui sont va-t-en-guerre, bien qu'étant confrontés aux faits qui montrent que toutes leurs théories, tous leurs exemples, toute leur argumentation est fausse, eh bien plus le temps passe, plus ils s'obstinent et plus les attaques se reproduisent. Donc finalement, ces attaques n'ont plus tellement de portée ni d'intérêt pour nous, elles nous laissent tout à fait indifférents. Mais il y a un aspect que je trouve particulièrement intéressant dans tout cela, c'est quand on nous dit, mais vous reprenez le narratif de Poutine. Eh bien, parfois, il faut reconnaître que nous-mêmes, lorsque nous analysons un certain nombre de faits ou d'arguments, nous arrivons, je n'ai absolument pas honte de le dire, aux mêmes conclusions que ce que dit Poutine, ce qui nous amène à dire, ben, quand Poutine dit la vérité, eh bien, il faut le reconnaître. Quand il se trompe, quand il dit des choses qui sont fausses, il nous faut le dire. Par exemple, je considère qu'il y a une contradiction dans la politique russe à l'heure actuelle concernant le Haut-Karabakh et l'Arménie, puisque les Russes tiennent deux discours sur deux situations qui sont similaires, qui est celle de la Crimée et du Donbass. Ce sont des peuples qui se reconnaissent russes et qui veulent être attachés à la Russie, et ipso facto, ça a été fait. Et alors que le Haut-Karabakh, qui est un peuple, qui est une terre arménienne depuis des millénaires, qui a été, comme l'Ukraine, rendue de manière injuste par Staline à l'Azerbaïdjan au moment enfin, de la séparation des structures régionales et puis à la fin de l'URSS, Moscou n'a pas soutenu le rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Donc on voit là une des contradictions principales de la politique étrangère de Moscou. Par ailleurs, il faut reconnaître que les Russes nous attaquent depuis 3 ans par des techniques de subversion, de cyberattaque. C'est une réalité, il nous faut lutter contre cela, mais je dis aussi que si nous n'avions pas épousé à 200% une politique américaine irresponsable en 2021, l'acrimonie et l'antagonisme des Russes contre nous n'auraient sûrement pas été de ce niveau-là. Donc voilà, quand on regarde le narratif ou les arguments américains, on les dénonce parce qu'ils sont faux. Ce n'est qu'une série de mensonges et d'humiliations des Russes depuis la fin de la guerre froide, et nous ne pouvons pas nous empêcher de faire la comparaison avec 1918, hein, où un certain nombre de mesures ont été prises contre l'Allemagne qui ont conduit 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, à l'arrivée du nazisme, et c'est ce que nous ne cessons de répéter depuis une dizaine d'années. Nous devons faire attention à ne pas faire la même chose, ce qui finalement est arrivé. Et donc ces propos américains, cette version des faits comme la Russie étant l'agresseur, pour nous est une construction. Il y a bien sûr une opération militaire, c'est clair, mais je n'ai vu personne dénoncer l'invasion américaine de 2003 des Américains en Irak, qui était tout à fait illégale, qui était une transgression des lois de l'ONU et qui a fait 1,5 million de morts civils en majorité, ce que n'a jamais provoqué l'opération militaire spéciale russe. On peut se demander d'ailleurs si les 30 années de logique néoconservatrice d'hégémonie américaine sur le monde et leur corollaire, cette géopolitique dite idéaliste, en tout cas qui classe les gens dans un camp, le camp du bien, le camp du mal, n'a pas finalement un peu déteint sur les consciences de quelques-uns de nos intellectuels et journalistes qui n'arrivent pas à se sortir de cette catégorie simpliste de gentils méchants, Star Wars, un peu comme des enfants. Et, enfin, on le voit avec les accusations à Hitlerum. Tout le monde est toujours Hitler. Milosevic était Hitler, puis Saddam Hussein était Hitler, puis Kadhafi. Enfin, bon, ça devient complètement ridicule en fait. On en est peut-être là. Bon, j'espère que cette maladie se corrigera. Une remarque concernant ce que vous avez dit concernant la Turquie. La Turquie d'Erdogan n'est pas très tendre avec la Russie sur le dossier ukrainien ces derniers temps. Est-ce qu'il ne joue pas un peu avec le feu, avec la Russie, justement, à les provoquer de cette manière, en particulier sur le dossier du Haut-Karabakh? Peut-être ça pourrait modifier la position de la Russie qui est effectivement
pour le moment, ferme les yeux sur ce qui se passe là-bas. Alors oui, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la Turquie qui a toujours soufflé le chaud et le froid et qui a bien pris garde parce que Erdogan a quand même une vision stratégique qui est intéressante, à s'éloigner des Américains et en se rapprochant des Russes donc pour faire pression sur Washington, mais pas trop, pour ne pas perdre un éventuel soutien américain et ne surtout pas se jeter dans les bras des Russes parce que historiquement les 2 pays sont assez antagonistes, il faut le dire. Voilà, donc il y a cet équilibre instable qu'arrive à maintenir assez bien Erdogan depuis quelque temps. Ceci dit, on voit que l'homme vieillit, que la fin de règne, va sûrement poser des problèmes de succession. A priori, elle est organisée pour que ce soit quelqu'un du clan Erdogan qui continue cette politique, mais néanmoins, on voit quand même quelques dérapages, avec l'arrestation du maire d'Istanbul. Là, depuis quelques jours, on voit un certain nombre de manifestations très importantes, mais également avec, ces prises de position sur l'Ukraine. La Turquie a été invitée à la réunion de Londres qu'a convoquée Keir Starmer. Les chefs d'état-major turcs étaient aussi à la réunion des 34 chefs d'état-major qui a été organisée au musée de la Marine par Emmanuel Macron. Bon, le Canada s'y trouvait aussi. Donc voilà, la Turquie essaie de prendre pied un petit peu partout, de s'infiltrer. J'ai envie de dire, cette ligne stratégique qu'avait suivi Erdogan, elle me semble devenir un petit peu floue ou instable en ce moment. Est-ce que c'est juste un accident de parcours? Est-ce que ça traduit autre chose? Je dois avouer qu'on a du mal à le voir pour l'instant, mais c'est peut-être aussi lié à la crise syrienne, puisque l'arrivée de Ayatollah al-Sham au pouvoir à Damas a été une opération totalement pilotée et montée par le MIT, les services turcs, et bien sûr les militaires turcs qui les encadraient. On voit maintenant les dérives de ce régime barbare islamiste contre les chrétiens, les alaouites et les autres minorités. Ça déplaît bien sûr à la Russie, qui souhaite conserver une forme d'influence, voire ses bases en Syrie. Ça déplaît à d'autres États. Donc ça a peut-être amené Erdogan à essayer de faire autre chose. C'est pour l'instant, pour moi, c'est difficile à distinguer. Je crois qu'il faut encore attendre un petit peu pour voir dans quelle direction vont se faire les prochains pas. Puis il faut aussi rappeler qu'il y a les débats, les appels à la dissolution du PKK de Öcalan. Voilà, il se passe pas mal de choses en ce moment en Turquie. Et puis moi j'insiste sur un point, nous ne cessons d'être serinés de cette menace russe qui encore une fois n'a pas de fondement contre la sécurité de l'Europe, à part peut-être bien sûr l'Ukraine. Mais en revanche, je crois qu'il ne faut pas écarter en termes de menace militaire pour la France un risque, à mon avis, bien plus élevé d'un éventuel affrontement de confrontation avec la Turquie, voire avec d'autres pays de la rive nord de la Méditerranée. Je reviendrai sur la question de la Turquie. Je voulais revenir sur, sur ce qui se passe en Ukraine très concrètement. Sur le front, on a vu que le front ukrainien du côté de Koursk s'est effondré. Bon, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que tout ça a été bien mené et organisé de manière très très minutieuse par les Russes, car ils ont sorti les Ukrainiens de Koursk juste avant l'appel avec Trump, hein, de facto. Bon. Peut-être c'est le hasard des 800 soldats qui sont passés par le tunnel, peut-être c'est parce qu'ils n'avaient plus de renseignements, mais enfin bon, ça me semble bien calculé quand même, tout cela. Est-ce que les Russes ne souhaitent pas en fait profiter des dissensions européennes et américaines pour peut-être un peu de mauvaise foi, dire, bah, vous voyez, on ne peut pas faire la paix puisque les Européens veulent envoyer des armes, tous ces gens-là sont très, très excités, ils énervent Zelensky qui, à nouveau, comme Boris Johnson avait déjà fait en mars-avril 2022, ils ne sont pas enclins à la paix. Voyez-vous, mesdames, messieurs, nous sommes bien obligés de continuer. Mais en fait, de souhaiter continuer pour pouvoir, en fait, peut-être se tailler une part de Lyon encore plus importante, pourquoi pas Kharkov, pourquoi pas Odessa. Est-ce que vous pensez que ça peut être en arrière-fond l'objectif encore des Russes? C'est très difficile à dire, en tout cas pour moi. C'est vrai qu'on se pose sans cesse la question de l'efficacité de cette armée russe et de savoir jusqu'où elle va aller. D'abord, je crois qu'il faut dire que depuis le début du conflit, la Russie n'a qu'une stratégie réactive.
vis-à-vis de celle de l'Occident. C'est pas la stratégie c'est pas la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Elle n'a jamais revendiqué le territoire ukrainien. Elle n'avait jamais revendiqué les territoires, les 4 oblasts du Donbass. Il faut le rappeler, il n'y a jamais eu de revendication de la part de Poutine sur ces questions-là. Il voulait, protéger les russophones dans ces régions qui demandaient non pas l'indépendance, mais un statut d'autonomie avec reconnaissance linguistique. Et c'est suite à l'offensive ukrainienne du 17 février 2021 que l'opération militaire spéciale a été déclenchée, presque de manière réticente de la part de Poutine, et on se souvient de la réaction extrêmement hésitante j'oublie son nom, du patron du SVR, les images avaient été montrées à la télévision. Donc c'est plus l'Occident avance finalement, plus en riposte les Russes opposent des exigences de plus en plus importantes. Euh, Étant confrontés avec toutes les fins de non-recevoir à leurs demandes de la part des Occidentaux. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur l'efficacité de l'armée russe, la question que beaucoup d'experts se posent, c'est prennent-ils leur temps ou ne peuvent-ils pas faire plus vite et mieux? Je n'ai pas la réponse, les deux hypothèses se tiennent et peut-être y a-t-il un peu des deux. Ce que vous évoquiez sur Koursk, c'est effectivement une vraie question. Est-ce que les Russes ont laissé depuis août dernier les Ukrainiens rentrer dans la zone de Koursk, les ont contenus en se disant on, on reprendra la région quand on voudra parce qu'on sait qu'on a les moyens. Euh, Difficile à dire parce qu'effectivement ça tombe pile au moment de la discussion avec Donald Trump, entre Poutine et Trump, c'est ça, entre Poutine et Trump. Mais je pense que sur un plan militaire, la doctrine russe, en tout cas passé le printemps 2022, a été très claire. Ce n'est pas de faire une conquête territoriale, c'est de détruire l'armée ukrainienne, ce à quoi ils finissent par parvenir petit à petit, en ayant des pertes des deux côtés, bien évidemment. Mais leur but n'est pas tant de conquérir de territoire que de neutraliser une menace qui pourrait être à leurs frontières. Et c'est pour ça que maintenant leurs exigences sont tout à fait claires. Elles ne sont pas finalement si différentes de celles de 2021, encore une fois, sur la neutralité de l'Ukraine, le fait qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, qu'il n'y ait pas de force étrangère sur son territoire et pas d'armes nucléaires sur son territoire. Voilà, donc ce ne sont pas des exigences démesurées qui auraient pu être facilement acceptées par les Américains et les Européens en 2021, mais que nous avons balayé d'un revers de main. Et j'entendais encore Emmanuel Macron dire il y a 4 ou 5 jours, la Russie n'a rien à dire sur ce qui se passe sur un État étranger, s'il décide de vouloir adhérer à une organisation ou accueillir des troupes étrangères sur son sol. Alors c'est totalement stupide, parce qu'on sait bien que le réalisme géopolitique est totalement différent des propos du locataire de l'Élysée. Et puis surtout, quand il sort des inanités pareilles, c'est tout simplement qu'il reproduit ce qui aurait été les causes de cette guerre. Donc, ça montre qu'il n'a rien compris à la géopolitique. Donc, voilà. Est-ce que les Russes iront plus loin? Sincèrement, je ne sais pas. D'abord, ils n'ont pas reconquis la totalité des 4 oblasts qu'ils ont inclus dans la Fédération de Russie. Alors peut-être que le fait de prendre quelques kilomètres ou centaines de kilomètres carrés dans les provinces de Koursk, voire d'Odessa, leur servirait de monnaie d'échange. Est-ce qu'ils sont prêts à aller plus loin? C'est difficile à dire. Je pense qu'eux-mêmes ne sont pas nécessairement fixés, qu'ils vont agir en fonction de l'état de l'armée ukrainienne, de leurs propres forces, de l'attitude et des Européens et de Poutine et de Trump. En même temps, s'ils avançaient trop, là, on entrerait il y aurait probablement un durcissement côté européen, même si nous n'avons pas des moyens, mais je pense que ça entraînerait encore la radicalisation des élites européennes et peut-être une réaction américaine. Voilà, tout ça est assez difficile à dire. Et surtout, je pense que l'un des objectifs de Poutine, c'est de parvenir à une paix durable. Donc plus il pousse un irrédentisme ukrainien, plus il prend le risque de générer une paix instable et finalement de garder une situation conflictuelle qui couve et qui donnerait envie un jour aux Ukrainiens de refaire quelque chose. Donc j'espère qu'il a cette perspective en tête. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. La seule chose qui m'a frappé ces derniers temps, c'est que j'ai vu plusieurs interviews d'officiers ukrainiens qui se retiraient à la fois de la région de Koursk et de la région de Pokrovsk, qui disaient que c'était d'ailleurs une des premières fois qu'on voit un repli des forces, et qui disaient qu'ils rapatriaient aussi des populations, et qu'ils le faisaient d'autant plus qu'ils savent qu'une partie de ces populations attendent l'arrivée des Russes. Voilà, donc on est quand même dans des zones où il y a une partie de population qui attendent les Russes, et je pense que les Russes ne prendront jamais le risque de conquérir des zones dans lesquelles la majorité de la population leur serait hostile, parce que ce serait ingérable pour eux.
Oui, c'est pour ça que je parlais de Kharkov et d'Odessa. En tout cas, on note une concentration des forces du côté russe qui s'accroissent. Et normalement, c'est d'ici 6 semaines, vers fin avril, les sols ne seront plus détrempés de la Rasputica et on rendra possible une éventuelle offensive. Ma question suivante concerne les relations entre les États-Unis et l'Europe. Certains ont dit que le risque, les conséquences pourraient être une rupture de l'alliance au sein de l'OTAN. Est-ce que vous y croyez? Et ça me permet de revenir, posant une question à tiroir. Si cela survenait, est-ce que la Grèce serait menacée par la Turquie? Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation comme celle qui avait amené à la conquête de Chypre par la Turquie dans les années 70? Alors, d'abord, est-ce qu'il y a un risque de, comment dire, d'implosion de l'OTAN? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que l'ensemble des pays européens, sont trop dépendants, des Américains en matière d'armement et de présence des forces et savent pertinemment que tant que la Russie, représentera à leurs yeux une menace, ils auront besoin de cette assistance américaine et finalement ce qu'ils essaient de faire en ce moment, c'est de compenser une forme de réduction et d'automatisme de cette présence américaine par une forme d'assurance européenne. Mais ce n'est pas une substitution, à mon sens, c'est une compensation. De toute façon, il est clair que les intérêts américains sur l'Europe en Europe ne changeront pas, ou même, enfin, ils vont peut-être se réduire, mais ne disparaîtront pas, et que je ne crois absolument pas à la menace russe, mais prenons un exemple tout à fait fictif d'un scénario catastrophe, que les Russes décident d'entrer en Pologne ou autre, les Américains ne laisseraient pas faire. D'abord, moi, je pense que c'est un salon catastrophe parce que, je ne vois pas du tout les Russes faire ça. On peut juste envisager qu'un jour, peut-être, et encore ça me semble peu réaliste, ils décident de mener une action en Moldavie ou dans les pays baltes, mais on l'a vu avec la guerre avec ce qu'ils ont fait en Crimée. Je m'attends beaucoup plus à des opérations de guerre hybride, de déstabilisation dans des pays qui ont près de 30 de population russe qu'une invasion en bonne et due forme. Et puis de toute façon, si elle avait lieu, elle serait tellement rapide qu'ils contrôleraient le pays euh, dans ces pays dont la superficie est ridicule. Ça entraînerait une crise internationale beaucoup plus grave dans laquelle là, ils auraient envahi d'un véritable État étranger. Bon, je n'y crois pas. Donc pour les autres pays, il s'agit de garder finalement, c'est un peu les vases communicants, hein. Les Américains, on leur fait un petit peu moins confiance, donc on compense, voilà, pour avoir les deux, en se disant que si les Américains étaient plus longs à réagir à l'avenir, il y aurait peut-être en attendant une intervention russe avant que Washington revienne. De toute façon, on le voit, les Polonais, les Allemands ne jurent que par cela. Ils ont peur en ce moment, effectivement, non pas d'une évolution de la stratégie américaine, mais de la politique de Donald Trump. Donc, il ne faut pas écarter que tous ces gens-là sont parfaitement conscients que dans 3 ans, 4 ans, enfin, un peu moins de 4 ans, ce ne sera plus la même politique. Alors, à moins que Vance succède à Trump, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais ils gardent aussi ça à l'esprit. Donc, dans leur but, c'est de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses à court terme. Ça leur sert aussi sur un plan intérieur, puisque les uns et les autres n'ont cessé d'être des bellicistes, avec ce paradoxe incroyable qu'ils continuent tous aujourd'hui, nos leaders européens, de mener la politique américaine néoconservatrice, dont ils ne sont pas à l'origine, mais finalement dont ils ont épousé la cause, et qu'ils continuent alors qu'il n'y a plus de néoconservateurs au pouvoir à Washington et que les démocrates sont dans une déconfiture totale. Alors, est-ce qu'il continue à y avoir une influence, voire des financements de la part des démocrates américains qui utiliseraient les leaders européens pour faire contrepoids, voire pour saboter la politique internationale de Donald Trump? Cela ne me surprendrait pas. Ils l'ont fait pendant son premier mandat avec la structure de l'État profond aux États-Unis et ça a totalement perturbé le premier mandat de Trump. Trump l'a compris, il s'est entouré d'une équipe extrêmement active et efficace pour préparer son élection et la stratégie qu'il conduit aujourd'hui. Les démocrates étant en déconfiture, comme je le disais, peut-être ont-ils une stratégie qui est de saboter le travail de Trump par l'extérieur, en agissant via les Européens, via Netanyahou, via Zelensky. On a quelques signaux, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais il faut le considérer.
Donc, à partir de ce moment-là, on comprend peut-être un peu mieux la politique des Olaf Scholz, des Starmer, des Macron. Et encore une fois, à part Mélanie, et on commence à voir, on voit cet axe de résistance, bien sûr, avec Robert Fico et Viktor Orban, qui eux-mêmes commencent à parler d'une déstabilisation des autres États européens à leur rencontre. Et on voit également l'Italie qui, elle, est sur la ligne médiane et tout en ayant l'intelligence d'avoir changé de camp avant les autres et de soutenir la politique de Donald Trump, aujourd'hui s'oppose à un certain nombre une partie du bellicisme européen, de l'envoi de troupes sur place. Donc on est là sur une évolution assez surprenante. Alors, pour aller plus loin, de toute façon, ce n'est pas une mauvaise chose que les pays européens se réarment, parce que les réductions des effectifs avaient été telles, les réductions des budgets avaient été telles que c'en était indécent de voir le niveau des forces armées dans nos pays. Je rappelle que l'armée de terre française est moins nombreuse en effectifs que la gendarmerie. Je crois qu'on est à 90 000 hommes civils compris dans l'armée de terre, contre 105 000 dans la gendarmerie. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut rappeler que quand nous avons supprimé le service militaire, il y avait 270 000 engagés dans l'armée de terre, et sans compter les appelés. Or, pardon, dans les armées, pas dans l'armée de terre. Or, aujourd'hui, nous sommes descendus à 201 000 militaires. C'est-à-dire que nous n'avons même pas les effectifs d'engagés que nous avions lorsqu'on a supprimé le service militaire. Donc on a non seulement supprimé le service militaire, mais on a en plus enlevé 70 000 hommes qui étaient désengagés dans nos armées. Voilà, donc tout ça comment dire, n'est pas sérieux. Il faut donc réarmer, donc c'est une bonne chose pour tous les États européens parce que notre sécurité est à ce prix. Faut-il réarmer contre la Russie? Non, ce n'est pas le terme, ce n'est pas la menace. Et par contre, cette politique de réarmement va générer plusieurs effets. Premier effet, elle va générer des marchés pour l'industrie d'armement américaine en premier lieu, parce que l'essentiel des équipements étant aujourd'hui d'origine américaine, il va falloir compléter un certain nombre de stocks ou en acquérir d'autres, et ceux qui sont capables de produire le mieux, le plus vite et souvent le moins cher sont les Américains, même s'ils souffrent beaucoup en termes de chaîne industrielle comme tous les Occidentaux. Dans un deuxième temps, ce seront les Européens. Bon, mais les Européens, ça veut dire qu'il y aura compétition. On a quand même 4 industries de bon niveau en Europe, qui sont les industries françaises, allemandes, italiennes et britanniques, et donc il y aura compétition. On le voit d'ailleurs très clairement quand on voit Leonardo s'associer avec Bayraktar, le fabricant turc de drones, pour faire une offre de drones sur l'Union européenne. Alors c'est un paradoxe parce que les Italiens ont été les seuls à nous soutenir, nous Français, lors de la crise des frégates au large de la Libye il y a 4 ou 5 ans de mémoire. Mais les Italiens s'allient avec les Turcs. Les Allemands veulent faire cavalier seul sur beaucoup de projets, hein, et notamment au détriment de l'industrie française. Donc on va rentrer dans une politique de compétition. Alors il y aura un accroissement de la part pour l'industrie française, c'est sûr, mais ne rêvons pas que nous allons équiper toute l'Europe, ne rêvons pas que nous allons vendre, nous allons doubler notre chiffre d'affaires. Ça me semblerait totalement irréaliste. On va rentrer, à mon avis, dans une autre forme de compétition qui bénéficiera dans un premier temps à l'ensemble de ces acteurs, mais qui à terme fera qu'il y aura trop d'acteurs sur ce marché, en tout cas si on continue dans cette logique-là. Donc je pense qu'il va y avoir une première phase positive et une seconde phase qui amènera à se reposer la question de la multiplicité des acteurs sur des marchés finalement qui ne sont pas si importants que ça au niveau européen. Donc ça veut dire qu'on projettera ensuite la compétition à l'international. Et le seul avantage que nous avions, nous, Français, quand nous n'étions pas réintégrés dans la structure militaire de l'OTAN, cadeau empoisonné que nous devons à Nicolas Sarkozy, eh bien, c'est que nous pouvions apparaître comme un acteur préconisant une troisième voie et pouvant vendre plus facilement à l'étranger, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Mais nous avons perdu cet avantage en nous réalignant totalement sur Washington. L'hypothèse des néoconservateurs qui n'ont pas rendu les armes est très, très intéressante, je trouve. On est quelques-uns à y réfléchir. C'est intéressant que vous l'ayez, parce que clairement, pour le projet néoconservateur, l'Ukraine, c'était le fer de lance, comme c'était écrit tout à fait de manière limpide dans le chapitre sur l'Ukraine du livre Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski. Les actions étaient menées de longue date, et une défaite en Ukraine, c'est la défaite totale du projet néoconservateur. Est-ce que vous
est-ce que le problème ne pourrait pas venir d'Ukraine elle-même? Est-ce que ce n'est pas là-bas que les néoconservateurs ou ce qu'il en reste, attissent, le feu à Kiev et soutiennent, dans l'ombre Zelensky en lui disant, «Il faut continuer» et est-ce que ça ne risquerait pas, si cette hypothèse est avérée, qu'il n'y ait aucune solution de paix si les plus durs du régime à Kiev, veulent absolument continuer l'affrontement? Alors, c'est un risque, mais je n'y crois pas parce que Trump est quand même vraiment en train de reprendre la machine en main à tout point de vue avec Musk, avec une équipe, aussi bien avec Accept, avec Pentagone, avec Rubio, avec bien sûr Vance, avec Valls au Conseil national de sécurité, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, qui est quand même une actrice très importante, Tulsi Gabbard aussi la Direction nationale du renseignement, avec Patel au FBI, et avec Radcliffe à la CIA. Maintenant, dans toutes ces administrations, il y a des gens qui sont proches des conservateurs démocrates et il y a des gens qui se sont investis profondément dans la lutte aux côtés des Ukrainiens, notamment à la CIA et dans toutes les unités qui sont sur place. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un nettoyage en profondeur. C'est ce que Trump a fait d'abord avec l'USAID. Hein, l'USAID, qui était officiellement une organisation d'aide au développement international et dont Trump s'est aperçu, avant d'être élu évidemment, qu'elle servait à financer le Parti démocrate, les actions du Parti démocrate à l'étranger, mais aussi sur le territoire national américain. Donc il a fait ce ménage assez extraordinaire. Il est en train de faire la même chose dans les armées, en supprimant un certain nombre de postes et de budgets. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il sabre dans le budget des armées, ça veut dire qu'il il est en train de faire un ménage profond avec dans toute une série de programmes secrets, d'endroits où il y a de la gabegie, où il y a des doublons. Il est vraiment en train de faire quelque chose d'assez intéressant. Mais, comme vous le disiez, à mon sens, les démocrates n'ont pas rendu les armes encore. Ils n'arrivent plus à contrôler le système de l'intérieur aux États-Unis, donc ils agissent par l'extérieur. Et ça explique aussi la dureté des réactions de Trump vis-à-vis de Zelensky. La fameuse histoire de leur rencontre à la Maison-Blanche, où bien sûr, ça a quand même sidéré beaucoup de gens de voir cette altercation. Certains ont dit on ne fait pas ça dans le cadre de relations diplomatiques, mais je crois qu'on a oublié, parce que les informations sortent au compte-gouttes, que d'abord les Américains ne supportaient pas, enfin, Trump pardon, avait une détestation de Zelensky depuis longtemps. Il faut rappeler que Zelensky avait refusé de lui donner des informations sur Hunter Biden lorsque Trump était président de la République. Donc déjà, il y avait comment dire, un passif. Ensuite, que Il lorsque a fait les campagne équipes pour Joe Biden en plus. Bien sûr, il a fait campagne pour Joe Biden. Ensuite, les Américains des équipes Trump connaissent suivant, bien sûr, l'aide américaine à l'Ukraine, savaient très bien qu'une grande partie de cette aide était détournée, et notamment détournée par l'élite, le gouvernement autour de Zelensky et son entourage. D'ailleurs, l'entourage de Zelensky se plaindrait même du fait que le chef d'État, enfin, illégitime, parce qu'il y a presque maintenant un an qu'il n'est plus légalement élu, détourne beaucoup d'argent, et ça, Trump le savait aussi. Et ensuite, il aurait demandé, avant sa visite à la Maison-Blanche, à Zelensky de venir en costume-cravate, ce que Zelensky a refusé. Alors, il aurait répondu à Donald Trump: «Mais moi, je me bats tous les jours». Alors, ça fait sourire, parce que je n'ai pas le souvenir que pendant la Seconde Guerre mondiale, Churchill ait été en treillis. Voilà, ni les présidents américains pendant la guerre du Vietnam. Sans doute se prend-il pour une sorte de Yasser Arafat, sauf que Yasser Arafat ne dormait jamais 2 nuits au même endroit parce qu'il était poursuivi et pourchassé par les services israéliens. Donc le comique troupier de Kiev en fait des tonnes, et sans justification digne de ce nom, parce qu'il passe le plus clair de son temps en voyage dans des pays occidentaux, dans des conditions de confort matériel tout à fait exceptionnelles. Donc, en plus, les 40 premières minutes de la discussion avec le président américain et Vance se sont mal déroulées, ce qui fait que ça a entraîné cette explosion au bout de 50 minutes lorsque les caméras sont arrivées. Voilà, Trump sait pertinemment que Zelensky roule pour les démocrates, et ça explique l'extrême dureté de son discours. Alors, Trump n'est pas non plus un anti-ukrainien et c'est pas non plus un pro-russe comme on essaie de le faire passer. Et les propositions qu'il a faites sur les terres, pas sur les terres rares, sur les terres rares et sur les gisements en Ukraine sont plutôt une bonne chose pour les deux camps, pour lui comme pour Kiev, puisqu'a priori la solution qui aurait été proposée, c'est de monétiser les stocks de terres rares.
c'est-à-dire qu'entre guillemets, vous avez tant de tonnes ou milliers de tonnes de telle ou telle chose, eh bien, on va considérer que ça vaut tant. Comme si on allait émettre du bon du trésor. Et à chaque fois que une partie de ces stocks, enfin, qu'il sera puisé dans une partie de ces stocks, la valeur disparaîtra, bien sûr, diminuera, pardon, mais tout ce qui sera vendu, bah, 50 des bénéfices iront aux Américains et 50 iront aux Ukrainiens. Donc ça veut dire que c'est quand même une partie de ressources importante qui arrivera aux Ukrainiens, parce que ce seront souvent d'ailleurs, pourquoi pas les Américains qui l'achèteront eux-mêmes, donc ils donneront 50 de ce qu'ils achètent aux Ukrainiens. Et puis ça veut dire aussi que ce sera une forme de possession, de copossession avec les Américains, ce qui apporte une garantie à Kiev aussi, parce que Moscou l'acceptera, le reconnaîtra, et donc n'aura aucun intérêt à reprendre une offensive sur des zones ou des terres qui sont d'une certaine manière contrôlées par les Américains. Bien évidemment, on est dans une position totalement jusqu'au boutiste avec Zelensky, qui ne veut bien sûr euh, qui a refusé cet accord, même s'il semble y venir un petit pas, qui maintenant enfin, qui continue à réclamer le Donbass et la Crimée sans aucun fondement historique. Voilà, enfin, de toute façon, c'est tellement les pieds nickelés que ça en est parfois comique si c'était pas tragique. Alors, il y a un point sur lequel je vous ai pas répondu concernant la Grèce. C'est effectivement la menace grecque. La menace turque sur la Grèce est une possibilité, parce que là aussi, parmi les impérialismes, on va dire, de seconde zone, il y a celui d'Erdogan et du néo-ottomanisme. La Turquie avance avec l'Azerbaïdjan, notamment face à l'Arménie. Elle est présente aujourd'hui en Syrie également, où elle continue à étendre à la fois une partie de son occupation territoriale et de son influence dans le pays. Elle, par son alliance avec le Qatar et les bases qu'elle ouvre en Afrique de l'Est aussi, elle accroît son emprise. Elle est très impliquée en Libye. Elle refuse de reconnaître le droit de la mer, la convention de Montego Bay de 1982 sur le partage des eaux territoriales vis-à-vis de la Grèce. Elle continue d'occuper depuis 1974 le nord de l'île de Chypre, et je rappelle que l'île de Chypre est membre de l'Union européenne. Je ne vois pas de protestation de la part des États membres de l'Union européenne alors qu'un État étranger occupe depuis 1974 par la force une partie d'un territoire d'un État membre. Voilà, donc et puis elle utilise toutes ces communautés en Allemagne principalement, mais également en France, on l'a vu il y a quelques années au moment des affaires de Karabakh, sur le territoire national pour faire un certain nombre de pressions ou d'actions anti-arméniennes. Donc c'est une préoccupation réelle pour l'Europe du Sud et la Méditerranée. Alors ça ne concerne bien sûr pas d'autres États, mais c'est vrai que pour nous, Français, Italiens, Grecs bien sûr, Allemands à un moindre degré en raison de la diaspora, c'est un pays qui peut représenter un risque. Euh, mais, et là on va rentrer dans les grandes dissensions européennes, c'est un allié de longue date des Britanniques. Les Britanniques ont toujours soutenu la Turquie et les Britanniques sont anti-russes qu'ils sont pro-turcs. Donc voilà, il y a là une vraie On dissension en revient à la européenne. guerre de Crimée de Voilà, 53. sauf que nous étions aussi allés en Turquie, enfin en Turquie, en Crimée dans ces années-là, avec des intérêts sûrement beaucoup moins importants que ceux de la Turquie, de la Russie, pas que de la Grande-Bretagne, pardon. Euh, voilà, on en revient à, oui, ben, la géopolitique assez constante que l'on oublie, que les ozos des plateaux de télé et certaines élites politiques n'ont toujours pas compris. Et donc on est là sur ces constantes de long terme qui ressurgissent régulièrement. Donc on pourrait dire, monsieur Dénessé, que vous êtes sobrement optimiste pour une résolution, pas immédiate, mais dans un avenir à moyen terme, de ce terrible conflit en Ukraine et d'une amélioration en général des relations internationales. Si personne ne saute sur une des mines qui sont posées et qui sont très nombreuses dans ces négociations. Oui, pour une question de capacité. Encore une fois, il faut regarder les faits. Les pays qui comptent aujourd'hui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde. Les économies florissantes sont celles des BRICS, c'est pas celles de l'Union européenne. L'Union européenne, les pays de l'Union ont été totalement appauvris, vassalisés par les Américains, par les conservateurs américains, depuis 3 ans dans cette guerre d'Ukraine. Donc, c'est pas parce que nous avons un sursaut verbal
que nous allons changer les choses. On peut faire du combat d'arrière-garde, mais même celui-ci ne va pas durer longtemps parce que, il va y avoir une rotation parmi les élites européennes. Alors il y a un mauvais signe, c'est l'arrivée de Merz au pouvoir, qui a l'air en Allemagne encore plus radicaux que alors plus radical qu'Olaf Scholz, mais en France, espérons-le, dans 2 ans, nous serons débarrassés d'Emmanuel Macron. Alors la pauvreté des élites politiques françaises ne me laisse pas entrevoir un chef d'État charismatique et visionnaire, mais en tout cas, il y aura peut-être une inflexion de cette politique. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pas si on écoute les Glucksmann et quelques autres qu'on va ou les Bayrou, tous ces gens-là qui ont sorti qui ont tenu des propos absolument, incroyablement, excessifs ces derniers jours, qui ne voient qu'une moitié de l'histoire qui les intéresse ou parce qu'ils sont aveugles et qui n'ont pas de connaissances géopolitiques suffisantes. Mais je dirais que, si les Européens avaient plus de moyens, je serais plus inquiet et aujourd'hui, c'est notre faiblesse qui est finalement la grande chance pour la paix.